Pendant plus de 20 ans, un tueur a hanté le cœur industriel de l'Allemagne de l'Ouest. Il a commis des crimes d'une brutalité qu'on peine à imaginer. Et tout ça sans jamais éveiller le moindre soupçon. Son nom, Joachim Kroll. On va se plonger aujourd'hui dans l'histoire glaçante de celui qu'on a surnommé le cannibale de la Ruhr. Tout bascule en juillet 1976. Un voisin, exaspéré, demande à Joachim Kroll ce qui peut bien boucher le vide ordure de leur immeuble. Et la réponse de Kroll, elle est d'une simplicité absolument terrifiante. Il répond juste « des entrailles ». Ce simple mot « entrailles » va mettre fin à 2 décennies de terreur. Et il va révéler au grand jour l'un des pires tueurs en série de toute l'histoire de l'Allemagne. À l'origine de tout ça, il y a la disparition d'une petite fille, Marion Keter, 4 ans. La police lance une opération de recherche massive, ils font du porte-à-porte dans le quartier, et c'est là qu'ils entendent cette histoire étrange de canalisation bouchée. Pensez-y, après 21 ans de crimes, de meurtres impunis, il leur a suffi d'une seule erreur, d'une seule négligence, pour que tout s'effondre. Alors, la question qui se pose, c'est comment ? Comment un homme a-t-il pu rester invisible pendant si longtemps ? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Il faut remonter à ses origines, à son enfance, une enfance qui, avec le recul, ressemble à une trajectoire sinistrement prévisible vers l'horreur. En criminologie, il y a une théorie célèbre, bien qu'assez controversée aujourd'hui, qu'on appelle la triade McDonald. L'idée, c'est que 3 comportements durant l'enfance, ils pourraient être des signes avant-coureurs. Même si la théorie est un peu datée, elle reste un cadre intéressant pour examiner les signaux d'alarme qui ont littéralement parsemé la jeunesse de Kroll. Et dans le cas du jeune Joachim, les signaux sont là et ils sont clairs. D'abord, l'énurésie, le fait de faire pipi au lit. Ça lui valait des humiliations, des moqueries constantes, un vrai cercle vicieux. Alors, pour se venger, il s'en est pris à plus faible que lui, les animaux. Il les torturait. Mais le vrai point de bascule, le moment où tout dérape, c'est sa fascination pour l'abattage dans les fermes. Là, la vue du sang, des entrailles, ça a éveillé en lui quelque chose de terrible, des pulsions sexuelles liées à la mort. Et puis il y a ce chiffre, 76. C'est le résultat de son test de QI. 76. C'est bien en dessous de la moyenne. Cette intelligence limitée, ajoutée à une éducation quasi inexistante, ça a fait de lui un paria. Ça a renforcé son isolement. C'était un homme qui, tout simplement, n'a jamais trouvé sa place dans la société. Et pourtant, c'est cet homme en apparence si simple, si insignifiant, qui va se lancer dans une chasse implacable pendant 21 longues années. Il va semer la mort et la peur dans toute la région de la Ruhr, et personne, absolument personne, ne semblait capable de l'arrêter. Regardez cette chronologie, elle est absolument glaçante. Tout commence en 1955. Sa mère, qui était vraiment la figure centrale de sa vie, vient de mourir. Quelques semaines plus tard, il commet son premier meurtre. En 1959, il franchit un nouveau cap dans l'horreur, le cannibalisme. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a aucun schéma. Les victimes ont de 4 à 61 ans. Il tue même un homme presque par accident. Sa violence est totalement opportuniste, imprévisible, et c'est ça qui la rend si terrifiante. Mais l'horreur de cette affaire ne s'arrête pas aux victimes de Kroll. Son incapacité à être attrapé par la police a eu des conséquences dévastatrices. Parce que pour chaque meurtre qu'il commettait, pour chaque affaire non résolue, un innocent était accusé. Ça a créé une vague de tragédies secondaires, de véritables fantômes dans cette affaire. Ce tableau, il résume le désastre. Prenons Heinrich Hoth. Accusé du meurtre de sa petite amie, Clara Tesemer, il se pend dans sa cellule. Ou Walter Quicker. Harcelé par tout son voisinage, il finit par se suicider. D'autres, comme Horst Otto, ont passé des années en prison pour rien, pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Il faut bien le comprendre, ces hommes sont eux aussi des victimes de Joachim Kroll. Alors quand la police arrive enfin à son appartement, on pourrait s'attendre à trouver un monstre, un esprit machiavélique. Mais pas du tout. Il trouve un homme calme, presque coopératif. On dirait même qu'il est soulagé que tout soit enfin terminé. Et quand on lui demande pourquoi le cannibalisme, sa réponse est à peine croyable. Pour économiser sur mes factures d'épicerie. C'est tout. Une justification tellement pragmatique, tellement banale, que ça en devient encore plus monstrueux. Il rationalise l'horreur absolue. Il la réduit à une simple question de budget. Et un interrogatoire, c'est encore pire. Il raconte tout, avec un détachement total. Il décrit les meurtres dans les moindres détails. Dans son appartement, il y a des restes humains dans le frigo. Et sur la cuisinière, une main de la petite Marion qui mijote dans une casserole. Il avoue au moins 14 meurtres. Peut-être plus, il a un peu perdu le compte. Et le plus fou dans tout ça, il n'a aucun remords. Il est persuadé qu'on va le guérir avec une thérapie et qu'après, on le laissera repartir. Ce qui nous ramène à la question qui hante toute cette affaire. C'est une question toute simple. Comment cet homme, que les enfants du quartier appelaient gentiment oncle Joachim, comment a-t-il pu commettre de telles atrocités pendant si longtemps sans que personne ne s'en aperçoive jamais ?
Eh bien, la criminologie moderne nous offre un début de réponse. Le FBI, par exemple, fait une distinction entre deux types de tueurs. D'un côté, le tueur organisé, intelligent, méticuleux, qui planifie tout. Et de l'autre, le tueur désorganisé. Et Kroll, c'est le cas d'école du tueur désorganisé. Faible intelligence, socialement inapte, des crimes impulsifs, chaotiques. Il ne planifiait rien, il laissait des indices partout. Et c'est ça le point absolument crucial de cette histoire. S'il a réussi à échapper à la police pendant 20 ans, ce n'est pas parce qu'il était un génie du crime, c'est à cause de son insignifiance. Personne ne pouvait imaginer, personne ne pouvait croire qu'un homme si banal, si médiocre, si invisible socialement, puisse être capable de commettre des horreurs pareilles. Son mal était masqué par sa propre médiocrité. Et c'est ça qui est peut-être le plus dérangeant. L'histoire de Joachim Kroll nous laisse avec cette question terrible. Combien donc le Joachim se cache parmi nous, au vu et au su de tous? Est-ce que le mal a toujours un visage monstrueux, ou est-ce qu'il se cache parfois derrière le sourire anodin d'un voisin que tout le monde trouve si gentil?